Bonjour Olivier, comment tu vas? Bonjour, tu vas bien? Ouais, très bien, enchanté, ravi de t'accueillir dans cette capsule. Bienvenue dans la capsule Protège-moi si tu peux, Olivier. Je te propose de te présenter et puis ensuite on pourra échanger ensemble sur la cybersécurité et la situation en France. Avec plaisir. Olivier Graal, donc je suis le directeur adjoint du Campus Cyber. Campus Cyber qui est le lieu totem en matière de sécurité numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine. On a plusieurs missions qu'on décrira tout à l'heure. Effectivement, on va en parler, hein, c'est l'objet de ce matin, c'est de comprendre l'organisation et le rôle du cybercampus sur le territoire français et toi en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est un bras armé de l'État, il faut arriver à l'expliquer au plus grand nombre. Est-ce que tu pourrais nous décrire, donc maintenant, les missions du cybercampus? Et puis la question que je me pose, c'est existe-t-il des distinctions entre les cybercampus? Avez-vous une mission commune, des affectations de projets différentes? Voilà, explique-nous la mission du cybercampus. C'est un lieu totem qui a pour mission, alors première mission, c'est de répondre aux incidents cyber. Donc nous sommes les pompiers du numérique sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un numéro vert à disposition des victimes et une équipe technique disponible durant les jours ouvrés. Donc ça, c'est le maillon opérationnel qui nous permet d'aider les personnes en souffrance, ou les entreprises et collectivités en souffrance, puisqu'on ne vient pas se substituer à cybermalveillance, qui a son périmètre. Et on a après souhaité compléter donc cette première brique par de l'accompagnement sur le volet sensibilisation, de la formation. Est-ce que tu aurais un conseil précis, le premier conseil que tu donnerais à un dirigeant d'entreprise? Alors on va traiter d'abord le sujet effectivement de qu'est-ce que je fais dans un premier lieu une Ouais, fois que j'ai compris que j'avais un problème à traiter. Le principal souci rencontré par les dirigeants, c'est le manque de compréhension des termes techniques utilisés par les sociétés de prestation de services numériques qui ont la fâcheuse tendance à parler javanais et à rendre le discours de la sécurité numérique parfaitement incompréhensible. Donc, effectivement, pour moi, le premier enjeu pour le dirigeant d'entreprise, c'est de comprendre sa dépendance au numérique. Et pour cela, rien de mieux que de faire l'effort de faire un premier niveau de diagnostic au travers des dispositifs existants. Il y en a plein, et je sais que Sibyl joue un rôle majeur dans cette activité-là. Il faut trouver un aidant, un accompagnant qui va permettre de rendre le sujet audible et de revenir aux choses bassement matérielles. C'est-à-dire faire une cartographie des activités, j'ai bien dit des activités et pas du oui, numérique. tu as raison. À partir de là, de voir quel pourrait être l'impact d'une crise d'origine cyber sur ces activités et en conscience, prendre les mesures nécessaires pour que cela n'arrive pas. Et donc il y a des moyens très simples. Donc il faut arrêter de parler technique, il faut que moi je constate auprès des entreprises, heu, le niveau de maturité, de la sécurité numérique des entreprises est encore relativement très faible. Pour vous donner un ordre d'idée précis, nous avons réalisé, sur une période d'1 an, un peu moins de 1000 diagnostics de maturité au profit des PME et collectivités territoriales de la région Nouvelle-Aquitaine. Ouais, La note moyenne sur une échelle de 5 est de 1,47. d'accord. On sert de catalyseur aux initiatives déjà existantes. Donc, il y a Mmh, plein d'écoles qui proposent des formations sur le territoire et des entreprises privées qui accompagnent les entreprises, y compris sur le volet formation. tout à Et fait. donc, nous, on est là pour cartographier cet écosystème et le mettre en valeur avec d'autres, on n'est pas tout seul, bien évidemment. Enfin, on a également un rôle majeur à jouer dans le développement économique des nouvelles technologies de sécurité numérique
du territoire Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a la chance d'avoir de très belles pépites à mettre en valeur. Mmh. Et enfin, mobiliser la filière cyber pour que le message soit entendu par les premiers bénéficiaires, c'est les entreprises et les collectivités. Donc l'enjeu, il est là, c'est faire le nécessaire pour que tout le monde se saisisse du sujet et accepte d'être aidé et accompagné Très bien. avec les solutions locales. Très bien, c'est très clair. Donc sur la localité, donc on sent, et puis bon, Sibyl, nous, on est membre du Cybercampus, donc on sait aussi Tout à toute fait. l'activité que vous avez de coordination, de rencontres et de faire connaître l'offre sur le territoire. Donc sur l'ancrage territorial, effectivement, on comprend bien toute la dynamique que vous mettez en place pour que, ben, à la fois les entreprises se responsabilisent et les collectivités, mais également que les offreurs de solutions soient visibles et puissent opérer leurs services. Et est-ce que tu peux nous préciser en quelques instants la différence que vous rencontrez, alors peut-être de fait, ou une différence qui est organisée entre les différents cybercampus? Tout à fait. Donc il y a aujourd'hui des écosystèmes différents sur chaque territoire. Mm. La Nouvelle-Aquitaine est, à mon sens, le très bon élève des régions en France, puisque on a saisi le sujet très tôt et qu'on a la chance d'avoir au campus cyber des anciens de l'ANSSI, Mhm. avec et surtout une très forte coopération entre à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. Malheureusement, on ne peut pas dupliquer ce modèle de la même façon sur tous les territoires. Ouais. Donc le modèle qui a été inventé chez nous et qui semble fonctionner très bien n'est pas forcément le même sur l'ensemble des régions de la Nouvelle-Aquitaine, des régions de France. Alors, je suis un éternel positif. Je sais qu'il y a encore une grande marche à gravir pour pouvoir améliorer la situation sur l'ensemble de la France. Néanmoins, on voit bien qu'il y a une prise de conscience et progressivement une amélioration des situations sur les autres territoires, sur le territoire national. D'accord, donc le sujet est pris en main et à des rythmes différents, mais il est pris en main de manière sérieuse et ça se construit. Ça se construit lentement, jamais assez vite. Oui. Alors on peut signaler une très belle nouvelle de cette semaine, c'est le lancement officiel du 17 Cyber. Alors tu vas nous expliquer d'ailleurs, parce que par rapport au centre d'intervention que tu exprimais tout à l'heure, être hébergé au sein du campus cyber de Nouvelle-Aquitaine, il y a de la réponse à incident, tu l'évoquais, il y a de l'assistance à victimes. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le 17 Cyber vient compléter, ajouter ou réorganiser un petit peu cette réponse à incident? Parce que vous avez, alors pas avec les mêmes autorités, je comprends ça, les mêmes autorités de référence, mais vous avez finalement le même rôle auprès des victimes. Est-ce que tu peux préciser en quoi le 17 Cyber vient compléter ou réorganiser la réponse à incident? Le 17 Cyber va travailler à l'échelle nationale sur la simplification de la réponse à l'incidentologie française. Le constat, c'est que qui a été fait par le Canard enchaîné il y a maintenant 2 ans, c'est qu'il y avait une grosse cacophonie nationale et beaucoup de difficultés pour les victimes pour identifier les guichets d'aide suite à une attaque cyber. Effectivement, il y avait un manque de... les services existaient, mais il y avait un manque de cartographie et de cohésion entre nous pour clairement identifier les gestes de premier secours et les bons réflexes. Le 17 Cyber règle ce problème, c'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire tous les fameux centres de réponse à incidents territoriaux, sont connectés au 17 Cyber au même titre que les services de la gendarmerie, de la police, du ministère de l'Intérieur dans sa globalité, de l'ANSSI. Et le 17 Cyber, sa vocation, c'est permettre, c'est de servir de guichet unique à la réponse à incident pour tout le monde, qu'on soit un particulier, une entreprise, une TPE, une collectivité.
c'est une plateforme numérique. Je rentre dans un parcours de notoriété qui me permet d'identifier très clairement, et surtout quoi, les personnes à contacter et surtout qui aide à la mise en D'accord. relation. Est-ce qu'on doit dire, Olivier, pour être clair auprès de ceux qui nous regardent, est-ce qu'on doit dire qu'à partir du 17 décembre 2024, l'unique numéro de référence pour rentrer dans une démarche de signalement de situation à risque ou de victime d'un fait de cybersécurité, c'est le 17 cyber et uniquement lui, et c'est à cette entité nouvellement créée de porter la responsabilité de réorienter, de réorganiser derrière l'affectation des appels et des victimes? Alors oui et non, puisque D'accord, on est dans un pays complexe. Donc nous, on va garder notre numéro vert, sur lequel on communique, le 0805 29 29 40, qui est un numéro à destination exclusive des entreprises. Donc les oui, personnes qui nous connaissent peuvent tout à fait nous appeler et continuer à nous appeler directement. Par contre, il y a encore toute une population qui n'a pas de connaissance, de ce guichet-là, donc qui ne bien connaît pas sûr. notre numéro vert. Le 17 cyber, va leur permettre de nous trouver. C'est-à-dire que si je ne sais pas qui contacter, alors déjà c'est pas un numéro vert le 17 cyber, c'est une plateforme numérique. Oui, C'est un site internet www.17cyber- non, oui, .gouv.fr. Ce site internet, vous avez un parcours de notoriété qui vous permet d'identifier sur votre territoire les personnes à contacter et qui vous met en d'accord, relation. Donc typiquement, je suis une victime de la région Nouvelle-Aquitaine, je ne connais pas le campus cyber, je vais sur le site 17 cyber, je vais trouver le campus et je vais être mis en relation d'accord, avec l'équipe technique, que nous hébergeons. d'accord, Dans le même laps de temps, je vais être également, orienté vers les services d'État compétents pour faire mon dépôt de plainte. Et on va m'informer également des démarches à suivre pour, être en conformité avec la loi française. Typiquement, la déclaration CNIL, si j'ai, un mmh, vol de données personnelles, il ne faut pas oublier qu'il y a des obligations, quelle que soit la taille de l'entreprise ou de la collectivité, des obligations de déclaration. bien sûr, tout à fait. Ouais, tu as raison de le préciser parce que les victimes dans parfois, l'émotion de l'attaque ou l'émotion de la présomption d'attaque peut, perdre simplement le fil de son obligation ou ne pas Tout à penser à fait, faire des déclarations préalables qui sont très importantes pour sa défense, pour, l'investigation derrière, l'instruction de l'attaque, mais aussi, on le rappellera jamais assez, pour celles qui ont eu la bonne idée de s'assurer. Ça va être aussi des éléments de preuve qui vont être à fournir aux assureurs pour être indemnisés de la bonne manière. Et on sait que les assurances, c'est un sujet qui est encore un peu flou, encore un peu plus flou d'ailleurs que la cybersécurité pour les entreprises. Donc on ne cessera de dire, passer par des démarches, structurées. Alors, celle du 17 cyber, vous aide à structurer la démarche de dépôt de plainte, de signalement d'incident et tout ça va vous permettre aux entreprises et aux dirigeants, va leur permettre de rentrer dans une méthodologie, de déclaration d'incident qui va, garantir qu'elles seront considérées comme victimes, qu'elles seront éventuellement dédommagées lorsque l'assurance, pourra traiter le dossier. Donc c'est très important effectivement qu'à l'échelle nationale, se structurent des démarches, et là on parlait du 17 cyber, mais c'est aussi le cas effectivement des centres d'intervention, de réponse à incidents, qui permettent de cadrer la victime dans un moment qui est difficile, hein. Le moment de l'attaque, c'est toujours un moment qui est émotionnellement complexe et il faut garder pourtant son sang-froid. Très bien, c'est tout très à fait. clair. Hem On parle des autres petites entreprises et des collectivités. Est-ce que tu peux ici, puisque tu es un homme d'expérience, sur le sujet, est-ce que tu peux rappeler, sans être dramatique, mais de manière objective et un petit peu déterminée, est-ce que tu peux vraiment rappeler à quel point la menace existe et à quel point les entreprises aujourd'hui, il y a un décalage entre, l'état de la menace et l'état de la protection en France? Parce que vous pouvez mettre et nous pouvons collectivement mettre tous les dispositifs en place. Il y a quand même un sujet, c'est, que l'entreprise se sente concernée et passe à l'action. Est-ce que tu peux rappeler en quelques termes, Bien sûr. peut-être en quelques chiffres, hem, toute l'importance de prendre conscience du risque cyber et de se protéger davantage
dans les mois et les années à venir? Déjà, j'ai un 1er chiffre à vous donner, que je reprends dans mes éléments. Il y a un institut, l'Institut Statista, qui a fait un calcul du coût moyen, des cyberattaques sur le territoire national Mmh, et le chiffre est effarant. On parle de 129 milliards d'euros, soit 5 du PIB national. d'accord. Donc c'est colossal. Donc ça, c'est, un fait. Donc, vous pouvez vérifier, l'Institut Statista met à disposition ces données-là. On a, un impact majeur des crises cyber sur l'économie nationale et un très fort montant des pertes, Oui, pour les entreprises et les collectivités. évidemment, puisque c'est de l'argent qui n'est pas injecté en R&D, en C'est ça, développement de produits, en exactement. commercialisation. Ouais, C'est de la perte sèche. Hem, Au regard de ces 129 milliards, l'effort de sécurité numérique à l'échelle nationale est, relativement faible. On parle de 13 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a un énorme décalage. donc plutôt mauvais élève. Alors on n'est pas plus mauvais élève que les autres régions de France, hein. C'est-à-dire que ce chiffre-là, il est, duplicable sur l'ensemble Oui, du territoire national et c'est la même chose dans les autres pays. C'est-à-dire qu'il y a encore un gros décalage entre, ce que nous, on perçoit comme nécessaire et ce oui, que font réellement les entreprises. Charge à nous, Sibylle en premier lieu, avec nous en tant que membre du campus, de vous accompagner pour mieux comprendre quel est le problème et pourquoi vous devez mmh, faire un effort pour vous améliorer. Heu, En parallèle de ce chiffre, il y a, voilà, plutôt ce qui explique ce manque de maturité, c'est le sentiment de la plupart des chefs d'entreprise rencontrés de ne pas être concernés. ouais, C'est-à-dire que vous êtes, spécialiste, je ne sais pas, en métallurgie, en plomberie, mmh, en agroalimentaire ou toute autre activité. Vous avez le sentiment de ne pas être concerné par la thématique cyber. C'est-à-dire que le souci de la communication qui est faite par les médias, c'est, qu'ils ne parlent systématiquement que des très grosses affaires. bien sûr. Donc ça fait penser aux chefs d'entreprise que les PME et les ETI et les TPE ne sont pas Mmh, attaqués. mmh, mmh, Or, la réalité du terrain, c'est si je regarde les statistiques, cette année d'incidentologie sur le territoire national et régional, oui, parce qu'elles sont mêmes, nous aujourd'hui sur, les 439 incidents qu'on a traités, 43 des victimes étaient des PME. oui, 33 étaient des collectivités. Et le reste étant réparti sur les, TPE, ETI et associations. mmh, Alors le chiffre des TPE n'est que de 8 mais rappelez-vous, je ne suis pas censé traiter les TPE. C'est-à-dire que les TPE ouais, sont en dans le giron de cybermalveillance et non pas dans le giron du campus. Si on regardait d'un point de vue macro la réalité nationale, les premières victimes des attaques cyber, c'est même encore autre chose, c'est les particuliers. mmh, C'est monsieur et madame tout le monde qui, ont, un téléphone mobile, qui ont, des ordinateurs, qui ont des tablettes et qui sont les premières victimes des attaques et de la prédation des oui, cyberattaquants. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'aller attaquer un particulier que de s'en prendre à une multinationale. Les moyens techniques de protection n'ont strictement rien à voir. mmh, Mais que si par contre, j'arrive à attaquer, des centaines de particuliers, si je les escroque de quelques dizaines d'euros, le cumul des sommes perçues arrive à des mmh, chiffres astronomiques. oui, Aujourd'hui, on a un sérieux manque de maturité des chefs d'entreprise mmh. sur la cybersécurité par le à cause du sentiment de ne pas être concernés, alors que c'est bien eux qui sont en première Mmh. ligne. Tout à fait, ouais. Mais on parle clairement, je sais que moi, quand je rencontre les entreprises, j'hésite pas à parler de déni. Le déni du dirigeant, hein, sur le risque cyber, il est important. Après, ce que je me rends compte aussi, moi, dans les discussions que j'ai avec ces dirigeants, c'est qu'il est très facile de les réaccrocher à la réalité de ce qu'est la cybermenace et ce qu'on appelle aussi dans les cybermenaces, on intègre aussi les arnaques, hein, toutes les arnaques financières.
il est facile de raccrocher ça à une réalité quand on leur parle secteur d'activité ou domaine d'activité par domaine. On sait très bien dire les impacts d'une cyberattaque sur une activité commerciale dans une entreprise. On sait expliquer aussi ce que c'est qu'une cyberattaque qui va mettre à l'arrêt une chaîne de production. On sait expliquer l'impact d'une cyberattaque aussi sur l'état de l'emploi dans l'entreprise. Et donc, dès qu'on redescend sur des sujets de RH, sur des sujets de commerce, sur des sujets de production, sur des sujets d'international, sur des sujets de finance, là, on commence à réallumer un peu le regard du dirigeant qui se dit, OK, si je perds l'accès à ma clientèle, alors au sens informatique du terme, pendant X temps, c'est dramatique pour moi. Si je perds mon outil de production pendant un certain temps, je pourrais le tenir. Au-delà de ce délai-là, je suis en difficulté. Et là, on commence à réaccrocher un peu à la réalité. Et c'est Tout à vrai, fait. tu as raison. Les médias ont tendance à utiliser cybersécurité ou cybermenace un peu comme un mot valise, un mot concept, dans lequel ou à cause duquel aujourd'hui il n'y a pas un sentiment de réalité suffisamment développé. Et c'est lors des conférences, lors des formations, lors des audits ou des diagnostics qu'on a la possibilité de redécortiquer le sujet et de le rendre palpable. C'est Tout ça à qui est fait. important aujourd'hui. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir, établir une feuille de route simple, avec des mots simples, pour pouvoir, mettre en place les premières mesures pour, éviter les grands écueils. Oui. Mmh. C'est là tout l'enjeu. Donc, 1re mesure, c'est diagnostic de maturité avec, une personne de confiance, et Dieu sait qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui proposent ce type de service. Et à partir de là, une fois qu'on a fait un premier niveau d'état des lieux, on va, mettre en place, une feuille de route qu'on va, qu'on va, planifier sur, un délai de temps plus ou moins long, Mmh. avec des mesures, d'abord assez, simples et progressivement, on va monter en Mmh. compétences. Oui. Je voudrais, revenir sur ce que tu dis et apporter un élément complémentaire. Il faut que l'audience de ce podcast comprenne une chose importante, c'est quand on parle de cybersécurité, hem, vers les TPE-PME, c'est un petit peu, comme, parler du risque de cambriolage dans un quartier, dans le sens où il est assez facile de se distinguer du voisin et d'avoir un niveau de protection, même légèrement supérieur pour échapper à la menace que déploient en fait les Mmh. cyberattaquants. Parce qu'aujourd'hui en France et particulièrement sur les TPE-PME et les particuliers, on assiste à des attaques basiques, mais en très grande quantité, enfin qui touchent un grand nombre de personnes et en fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu les attaques en chalut. Donc on déploie un très grand filet avec une attaque simpliste et on s'attend à ce que tous les naïfs tombent dedans. Donc il faut aussi expliquer aux entreprises, et je pense que c'est un bon moyen de démarrer, c'est que une fois le diagnostic réalisé, une fois la compréhension du risque, faite, il faut mettre en place les premières actions qui peuvent être des actions simples, mais qui sont déjà celles qui vous sortent du lot de ceux qui se feront avoir au premier coup de chalut. Donc c'est important de faire ce petit pas de côté pour sortir du risque majeur collectif et continuer Mmh. à progressivement s'améliorer. Parce que beaucoup d'entreprises pensent qu'il faut être un expert, qu'il faut être, parfaitement, financièrement prêt à investir beaucoup. Sauf que et on l'a vu, par ailleurs dans le sujet de la transformation numérique où on a digitalisé les organisations au fur et à mesure, chaque étape est une amélioration relativement, impactante. Et ça, il ne faut pas que les dirigeants s'interdisent de démarrer, sous prétexte qu'il faudrait en faire trop, que c'est trop coûteux ou que c'est trop complexe. Tout à fait. Les 1res mesures ne coûtent rien. Oui, C'est le bon sens. C'est de l'organisationnel, c'est, des mesures d'hygiène, oui, heu, qu'on va, proposer, voire imposer à ses collaborateurs, et déjà, ce simple fait de changer sa vision va amener
à réduire drastiquement la surface Mmh. d'attaque. Et c'est bien ça l'enjeu. Mmh. Et tu l'as très bien dit, c'est comme avoir une alarme chez soi. C'est-à-dire que si on a une alarme, chez soi, même si on sait très bien que l'alarme n'empêchera pas quelqu'un de rentrer, et si le voisin n'en a pas, l'attaquant, il va aller chez le voisin. Mmh. La cyber, c'est pareil. Si je commence à mettre des mesures de défense, il y a de fortes probabilités que, le cyberattaquant qui est par essence fainéant, Oui, aille voir ailleurs. Et 80 des attaques peuvent être évitées avec des gestes extrêmement simples. tout à fait. Ça m'amène à une dernière question, qui peut paraître bateau, mais qui m'intéresse. Est-ce que tu pourrais, arriver à argumenter le fait que la cybersécurité, c'est, avant tout un sujet d'humain et de comportement et d'usage, Bien évidemment. ou avant tout un sujet de technologie? Alors c'est, avant tout un sujet humain, je prends toujours en analogie, le la sécurité routière et les sécurités actives des véhicules. Si vous pouvez avoir, un véhicule, ultra sécurisé avec des airbags partout, un très bon niveau de freinage, une ceinture de sécurité. Si vous ne savez pas conduire, vous allez prendre le mur. Et en cybersécurité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en place tous les systèmes numériques possibles et imaginables. Si les utilisateurs du numérique continuent à être négligents et Ouais, refusent de s'informer et de se former, on continuera à avoir des attaques qui réussissent. La plupart des attaques sont d'une simplicité déconcertante et sont liées à des failles humaines. Donc la technique, pour moi, ce n'est que 20 de la problématique. Les ouais. 80 autres c'est, de la formation, de la sensibilisation, de l'éducation et du changement de comportement. Et ça, c'est un enjeu que, doit saisir tout chef d'entreprise. On ne peut pas continuer à, ignorer, le risque numérique. On doit mettre en place, des moyens de se défendre et ça commence par, former ses collaborateurs. Mmh. Et puis finalement, ce que je me dis aussi souvent, c'est que investir dans l'humain et dans le comportement, c'est quelque chose d'extrêmement durable. Là où les technologies sont vouées à évoluer, les attaques également évoluent. Donc finalement, le meilleur investissement et probablement le plus simple à mettre en œuvre dans une entreprise, c'est l'acculturation, la formation et l'entraînement ou l'accompagnement des humains. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Écoute, je pense que c'est un bon point pour faire une conclusion, parce que ça donne une chose, simple et pratique à retenir. Merci beaucoup Olivier, je te remercie, du temps consacré ce matin et je t'invite, à retourner vers tes activités qui, je sais, t'épanouissent beaucoup et sont une vraie mission pour toi. Je te remercie et à très bientôt. Merci Olivier.